Vous avez peut-être entendu parler de l'histoire qui est arrivée à Pauline Ferrand-Prévot, cette championne mondiale de VTT et de cyclisme qui a dû être opérée plusieurs fois au niveau de l'artère iliaque. C'est quelque chose d'en fait assez rare. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours parce que finalement ça touche surtout les sportifs professionnels. Mais j'ai un très beau dossier à vous présenter et on va le regarder ensemble. Ce dossier, il concerne un patient d'environ la trentaine. C'est un patient qui est très sportif, qui est triathlète et qui fait entre 5 et 10 000 km de vélo par an et qui, depuis quelques années, se plaint, quelques années, environ 2 à 3 ans, on va dire, se plaint de douleurs au niveau du membre inférieur droit. C'est des douleurs qui sont au niveau de la cuisse. Ces douleurs, elles surviennent au bout d'un certain temps, alors environ 20 minutes d'effort à peu près, même si le patient a l'impression que ces derniers mois, ça survient peut-être un petit peu plus précocement. Et puis qu'est-ce qui se passe? Quand il a mal, il sent que sa jambe, son membre inférieur droit s'engourdit, du coup il ralentit, il se redresse sur son vélo, il diminue la cadence, et puis la douleur passe au bout de quelques minutes et puis après il peut reprendre son effort. Donc on est vraiment face à une symptomatologie qui n'est pas forcément ultra typique, mais qui chez un cycliste pas professionnel mais avec un très bon niveau peut faire orienter vers cette fameuse endofibrose iliaque. Alors pour le diagnostic, il y a plusieurs choses. Évidemment, l'un des premiers examens, c'est l'écho-doppler artériel. Donc ce patient a eu une écho-doppler. Cette écho-doppler, qu'est-ce qu'elle a montré? Elle a montré des anomalies au niveau de l'iliaque externe droite avec une accélération des vitesses à ce niveau-là, donc en faveur d'un rétrécissement hémodynamiquement significatif. Sauf que la cause de ce rétrécissement n'était pas très claire. Fibrose, dissection, athérome. Pourquoi est-ce que ce n'était pas clair? Parce que le patient avait eu un antécédent de traumatisme sévère, un AVP, il y a de longues années auparavant. Et le médecin vasculaire, l'angionologue, se demandait si ce n'était pas des séquelles de dissection. Donc on se retrouve avec des lésions au niveau iliaque externe à droite, qui pourrait tout à fait expliquer la symptomatologie en échographie, mais un point d'interrogation sur l'origine, l'étiologie, la cause de cette sténose. Et vous vous en doutez bien, c'est là où le scanner, l'angioscanner entre en jeu pour d'une part confirmer le diagnostic et d'autre part poser l'étiologie. C'est ce scanner qu'on va regarder ensemble. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Bonnat, je suis radiologue au CHU à Strasbourg. C'est toujours un immense plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, si vous ne me connaissez pas, je suis radiologue et je partage plein de choses sur l'imagerie médicale et notamment, comme aujourd'hui, des cas cliniques très intéressants, principalement dans mon domaine d'expertise, à savoir l'imagerie cardiovasculaire et thoracique. Mais pas que, j'essaie de vous montrer des cas d'urgence ou d'autres cas, tout ça pour un petit peu bien vous faire comprendre la place prépondérante de l'imagerie médicale dans la médecine moderne. Reprenons donc le dossier de ce patient, environ 30 ans, qui est triathlète, qui fait plus de 5 à 10 000 km de vélo par an et qui présente ces douleurs au niveau du membre inférieur droit avec des anomalies artérielles à l'écho-doppler. En termes de protocole, on réalise une première acquisition au repos. Donc la table du scanner est ici. Le patient est tranquillement allongé sur la table de scanner. Il ne fait aucun effort. On injecte le produit de contraste pour opacifier les vaisseaux, comme vous le voyez ici. Et ça nous permet d'avoir une analyse anatomique des vaisseaux. C'est la première étape, elle est obligatoire. La deuxième étape dans les suspicions d'endofibrose iliaque, c'est d'essayer de mettre en tension l'artère iliaque en reproduisant les mouvements de cisaillement et de flexion de hanche qui sont réalisés notamment lors du vélo. Donc on fait une flexion de hanche. Le problème, c'est qu'il faut, avec la hanche fléchie, que le patient arrive à passer dans le tunnel du scanner. Donc vous voyez, hop, il faut imaginer que le tunnel du scanner est ici, c'est pas bien large, ça fait à peu près 80 cm de diamètre grand maximum,
sur les machines les plus larges. Hein. Et donc, quand vous avez un patient qui est sportif, qui est grand, avec de longues jambes, hein, eh bien, c'est pas toujours évident d'arriver à fléchir au maximum et d'arriver à passer dans le tunnel. Et donc, on fait un petit peu ce qu'on arrive le mieux à faire. Donc, vous voyez là ici, hein, clairement, c'est pas idéal en termes de flexion. On aurait probablement dû encore un petit peu fléchir plus, mais quand il avait le membre inférieur et le fémur qui étaient complètement orthogonal, eh bien ça rentrait plus, ça passait plus dans le tunnel. Donc c'est un petit peu un compromis de manière à avoir quelque chose qui soit satisfaisant. Revenons sur l'acquisition au repos et regardons-la en détail. Donc vous voyez, hein, on injecte le produit de contraste, on a une acquisition depuis les coupoles diaphragmatiques jusqu'au niveau des orteils et au temps artériel, ce qui nous permet d'avoir une belle analyse de l'ensemble des vaisseaux. Alors vous voyez, hein, l'intérêt vraiment du scanner, c'est d'avoir cette magnifique couverture hein, qui nous permet de tout visualiser très rapidement et d'analyser, eh bien, vous le voyez ici, l'aorte abdominale, hein, qui a des parois parfaites, lisses, régulières, normales, aucun problème de calibre. Le tronc cœliaque qui va donner l'artère splénique et l'artère hépatique et l'artère gastrique gauche, l'artère mésentérique supérieure, l'artère mésentérique inférieure, les artères rénales, tout ça est parfait. Cette aorte se divise au niveau de sa bifurcation pour donner d'un côté l'axe iliaque droit et de l'autre côté l'axe iliaque gauche. Regardons l'axe iliaque gauche qui, lui, est normal. Hein, le patient n'a zéro symptôme à gauche. Hein. Vous avez ici l'iliaque commune, la bifurcation iliaque, l'iliaque interne avec les différents systèmes pelviens et l'iliaque externe qui va donner les artères fémorales qui vont aller vers la jambe. Vous voyez qu'à ce niveau-là, c'est des parois parfaitement lisses, régulières et un diamètre qui est conservé. Regardons maintenant ce qui se passe au niveau de l'iliaque externe, enfin l'iliaque droite, le système iliaque droit. Vous avez ici l'iliaque commune, l'iliaque interne, l'iliaque externe. L'iliaque commune est normale, l'iliaque interne est normale et l'iliaque externe présente de manière franche et évidente une asymétrie par rapport au côté contralatéral. Donc, vraiment, les deux artères elles doivent avoir à peu près le même calibre. Là, ici, vous voyez le diamètre de l'iliaque externe à gauche, vous voyez ici le diamètre de l'iliaque externe à droite, vous voyez qu'ici, il y a un rétrécissement qui est franc. Ce rétrécissement, point sémiologique important, il n'est pas brutal, il est doux. Vous voyez que ça se réduit très progressivement jusqu'à être maximal à ce niveau-là. Et puis après, vous voyez que progressivement, l'artère reprend un calibre normal. Et quand on regarde au niveau des fémorales communes, des fémorales superficielles, vous voyez que les artères sont bien lisses, régulières, symétriques. Idem au niveau des artères poplitées, idem au niveau des artères jambières. Donc, au niveau des artères de jambes, il n'y a vraiment aucun problème. Pareil hein, au niveau des artères des cuisses. Donc, revenons sur notre axe iliaque où nous voyons cette asymétrie franche avec ce rétrécissement là ici qui est progressif et majeur à ce niveau-là. L'intérêt du scanner, vous le voyez, c'est qu'on va pouvoir avoir une analyse au niveau de la lumière même du vaisseau avec là ici eh bien, un outil qui nous permet de recréer la ligne centrale du vaisseau et de dérouler là ici le vaisseau depuis le début jusqu'à la fin en nous permettant de tourner autour de manière à avoir une analyse vraiment fine, fiable et précise de ce vaisseau. Donc là ici, vous voyez les parois, vous voyez le diamètre et on voit à ce niveau-là ici le rétrécissement et puis après ça reprend un calibre normal. Donc à quoi ça va servir? Ça va servir déjà d'une part à regarder les parois et à essayer de détecter s'il y a des calcifications, s'il y a des ulcérations, s'il y a un faux chenal ou s'il y a un épaississement. Alors on peut se demander si focalement il n'y a pas un tout petit épaississement, mais très sincèrement, c'est assez limité. On va aussi pouvoir utiliser ces reconstructions curvilines pour estimer le degré de sténose. Vous voyez, hein, j'ai indiqué au logiciel, voilà, tu m'analyses le vaisseau de là à là et tu me cherches sur les coupes petit axe du vaisseau, hein, donc le vaisseau qui est coupé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, perpendiculairement par rapport à son trajet central, tu m'analyses là où la surface est la plus petite. Donc vous voyez, il a trouvé ici en rouge la zone où la surface est la plus petite. Je lui donne ici en vert la zone de référence. Hein. Vous voyez, on va aller un petit peu en dehors, hein, là ici au niveau iliaque externe, hein,
où normalement notre artère voilà, où iliaque externe ou fémoral commun, où notre artère iliaque externe devrait avoir à peu près ce diamètre-là normalement. Donc vous voyez que par rapport bien, à une mesure de référence qui est ici, bien, la zone où c'est le plus petit, vous avez une réduction surfacique qui est entre 50 et 60%, donc qui apparaît significative, qui est totalement compatible bien, avec une limitation des flux, non pas pour des efforts simples, le patient n'est pas du tout gêné à la marche, il n'est pas du tout gêné quand il va courir 5 minutes, ou il n'est pas du tout gêné quand il monte les escaliers. Non, c'est une limitation aux efforts physiques intenses, effectivement, il faut le dire, c'est au bout de 15-20 minutes de vélo, c'est là où ça apparaît, et c'est tout à fait concordant avec cette réduction qui est pas majeure, mais qui est quand même significative et présente. Regardons ce qui se passe au niveau des coupes axiales. Je vous montre un petit peu, puisque finalement c'est souvent les coupes axiales que l'on regarde et qu'on analyse en premier. Vous avez ici l'aorte, vous avez ici les différentes artères viscérales, vous avez ici la bifurcation aortique avec l'iliaque commune droite, l'iliaque commune gauche, les bifurcations iliaques avec l'iliaque externe, l'iliaque interne, l'iliaque externe, l'iliaque interne, et là ici l'iliaque externe à gauche, l'iliaque externe à droite, l'iliaque externe à gauche. Et là ici, dès les coupes axiales, bien, ça doit attirer l'œil. C'est moins évident quand on n'a pas l'habitude qu'en 2D, mais là ici, vous voyez, vous avez une asymétrie de calibre qui est majeure entre l'artère iliaque externe gauche et l'artère iliaque externe droite. Et le côté normal, c'est celui-là. Ça, c'est un petit calibre par rapport bien, à ce qui est en amont normal et ce qui est en aval normal également. Donc on voit tout à fait ici le rétrécissement. On va aussi profiter des coupes axiales pour essayer d'analyser de manière un peu plus fine la paroi autour de l'artère, dans la zone où c'est le plus rétréci. Et vous voyez là, ici, à ce niveau-là, on peut se demander, mais honnêtement, pas évident, s'il n'y a pas un petit épaississement au niveau de la concavité de l'artère, ce qui collerait tout à fait avec le diagnostic d'endofibrose iliaque. Alors, on a vu ici ce qui se passait au repos. On va quand même regarder ce qui se passe sur notre analyse en flexion de hanche, avec effectivement le petit bémol, qui est que la flexion elle n'est pas parfaite. Vous voyez qu'on retrouve tout à fait la zone de sténose, là ici, au niveau du tiers externe de l'artère. Et clairement, on peut même se demander si elle n'est pas un petit peu plus importante qu'elle ne l'était sur le repos, en sachant que vous voyez ici la curvature de l'artère, la flexion de l'artère est un peu plus marquée, ce qui explique tout à fait les mouvements de cisaillement et de mise en tension qu'il y a quand le patient fait du vélo. Donc là ici, c'est vrai que cette acquisition en flexion, elle n'a pas été d'un intérêt majeur, mais elle conforte le diagnostic qui était déjà sur les acquisitions au repos qui étaient déjà certains. Alors, il est certain, mais rappelez-vous, le patient a eu un antécédent d'AVP il y a quelques années, AVP sévère, avec apparemment pas mal de lésions, et d'ailleurs, l'AVP était tellement sévère que le patient avait eu un body scanner. Alors, j'ai fait une vidéo sur le body scanner, c'était le patient qui s'était craché en parapente. Je vous la remets ici, où je vous explique un petit peu pourquoi, comment le body scanner. Toujours est-il que ça avait beaucoup intrigué le médecin angiologue, qui s'était demandé si finalement la sténose qu'on a vue, ce n'était pas la cicatrice d'un problème post-traumatique qu'il avait eu pendant l'AVP, avec peut-être une ulcération ou un coup d'ongle intimal ou autre, qui aurait pu secondairement effectivement être à l'origine d'une fibrose. Alors on a de la chance puisque le patient a gardé précieusement le CD de son body scanner et on a pu l'analyser. Voici donc le temps artériel de son body scanner. Vous voyez, là ici on n'a pas l'air d'avoir d'énormes choses au niveau viscéral. On va descendre et ce qui va nous intéresser, c'est l'analyse de notre artère iliaque externe. Et là, vous voyez, elle est parfaitement normale. À l'époque, donc quelques années auparavant, on a la preuve 4K que notre artère iliaque externe était parfaitement normale. Vous la voyez, contour bien net, bien régulier, zéro coup d'ongle intimal, zéro dissection, zéro épaississement. Ça nous permet de conforter de manière certaine et de lever tout doute quant au diagnostic final, qui est celui d'une endofibrose iliaque externe.
externe. Voilà, c'est la fin de ce dossier. J'espère qu'il vous aura plu. L'intérêt, c'est de voir une pathologie qui est franchement pas fréquente. Hein. Je ne vais pas vous dire qu'on en diagnostique des dizaines chaque jour. Non, c'est plutôt rare. Ça touche principalement les sportifs professionnels ou de très haut niveau, typiquement triathlètes et cyclistes. Hein. C'est beaucoup plus rare dans les autres sports. Ça s'explique du fait de ces fameux mouvements de cisaillement qui mettent en tension l'artère. Et si le patient est gêné ou si le patient est limité dans ses efforts, notamment si c'est un sportif professionnel, généralement, la sanction thérapeutique, elle est chirurgicale. Le chirurgien va faire une endofibrosectomie. Il va essayer de réouvrir l'artère en mettant un petit patch pour lui redonner son diamètre initial. Parfois, si ce n'est pas possible, on est obligé de remplacer le segment artériel. Jamais on ne met de stent au niveau des iliaques externes à ce niveau-là pour traiter l'artère. Pourquoi? Parce que tout simplement du fait des mouvements de cisaillement, c'est fracture de stent dans la semaine, donc ce serait totalement délétère. Voilà, j'espère que ce dossier vous aura plu. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo sur la chaîne. Allez, à bientôt!